Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Je ne vous apprends rien en disant que jouer procure du plaisir. Mais ce plaisir peut être très différent en fonction du jeu et de la personne qui joue. Identifier les plaisirs de jeu peut donc ouvrir de nouvelles pistes de réflexion sur la création d'un jeu, son classement et l'analyse de parties. Ce sont certains des sujets explorés par Nicolas Auvigneur et Olivier Grégoire dans leurs recherches sur les plaisirs de jeu. Bonjour Nicolas. Bonjour. Salut Olivier. Bonjour. Alors Olivier, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, je travaille pour Ludéo, qui est le centre de ressources ludiques de la COCOF. Donc on travaille sur la région bruxelloise, en Belgique notamment. Et notre boulot, c'est accompagner en fait les ludothèques et les associations ludiques de Bruxelles, en les fédérant à travers des réunions et autres, en organisant des événements. On organise aussi beaucoup de formations parce qu'on essaie de travailler beaucoup aussi avec le monde extérieur au jeu, le monde de l'enseignement, le monde socioculturel et autres. On fait pas mal de sensibilisation aussi dans la presse généraliste. Et puis, c'est déjà pas mal. Et par ailleurs, parallèlement à ça, je suis aussi auteur de jeux de société. Merci. Alors Nicolas, tu es déjà intervenu dans un autre épisode dans lequel tu intervenais en tant que voyageur. Aujourd'hui, on va parler de ton activité de chercheur sur le jeu. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au plaisir généré par le jeu? Eh bien, tout a commencé quand j'ai fait l'année de spécialisation sciences et techniques du jeu à Bruxelles, où pour mon travail de fin d'études, j'ai eu envie de travailler justement sur les émotions que génère le jeu. À travers ce TFE qui a été suivi par Olivier d'ailleurs, on voulait voir si finalement c'était un caractère qui était intéressant à étudier. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui parle aux gens? Parce que dans notre pratique, en fait, on voulait vraiment très fort que ce soit relié à une application concrète. Et dans notre idée à la base, c'était vraiment de créer un dialogue, un vocabulaire commun entre les non-joueurs et les professionnels du jeu. Je vais prendre un exemple. Si un non-joueur arrive et dit ah oui, j'adore, je sais pas moi, le double, on va pouvoir lui dire d'accord, mais quel est le plaisir que tu recherches dans double? C'est le plaisir de la rapidité? Est-ce que c'est plutôt le fait que ce soit un jeu qui se joue facilement entre amis? Est-ce que c'est un jeu qui s'explique facilement? Et du coup, à travers ça, on va pouvoir proposer d'autres jeux, on va pouvoir relier des jeux qui mécaniquement n'ont peut-être rien à voir. Par exemple, dans Double, on ressent très fort le côté de se sentir submergé. Et on pourrait tout à fait proposer un Pandémie dans lequel on pourrait retrouver un plaisir analogue, mais qui finalement est totalement différent comme jeu. Alors c'est un exemple un peu extrême, sciemment choisi, mais c'est un peu l'idée qu'on voulait faire, de la recherche qu'on voulait faire. À la suite de quoi j'ai fait mon travail de fin d'études là-dessus, et l'idée de mon travail de fin d'études, c'était de savoir est-ce que c'est pertinent. Donc j'ai fait un questionnaire, et puis j'ai été voir les gens, les joueurs, pour justement voir est-ce que ça leur parle. Et j'étais extrêmement étonné en fait de voir que c'était un sujet qui leur était évident. Si je leur dis après un jeu, est-ce que vous avez ressenti le plaisir de la connexion, ils sont instantanément capables de me dire ah oui, à ce moment-là, j'ai tout à fait ressenti ça, ou bien même de dire pas du tout. Vraiment, je ne le relie pas à l'expérience que j'ai eue. Et c'était très très étonnant de voir que les joueurs finalement arrivaient à se remémorer les différentes périodes du jeu qu'ils venaient de jouer, et de voir que finalement c'était vraiment quelque chose qui leur permettait de s'exprimer en fait sur le jeu qu'ils venaient de jouer. Tu parles de plaisir, enfin à la base, ton travail portait sur les émotions, on parle aussi de plaisir de jeu, tu as parlé aussi d'expérience. Est-ce que c'est pour toi la même notion? Est-ce qu'il y a des différences entre ces trois termes? Oui, il y a une différence parce que les émotions c'est beaucoup plus large. On pourrait tout à fait ressentir du déplaisir en jouant à un jeu, et c'est tout à fait quelque chose qui pourrait se concevoir. Après, nous, dans notre application pratique, on s'est dit, on va se centrer sur les plaisirs de jeu, sur finalement, quelle est l'information que les joueurs trouveraient pertinente quand ils vont choisir un jeu, ou quand on va leur proposer un jeu, ou quand ils veulent décrire leur expérience de jeu.
Et après, de la même façon, l'expérience ludique est quelque chose qui n'est pas forcément relié au plaisir. C'est quelque chose qui va être un peu plus vaste, qui va aussi dépendre des interactions entre les joueurs, mais qui ne va pas forcément être connecté directement à un plaisir de jeu que le jeu propose. Quels sont les objectifs de cette recherche sur les plaisirs de jeu? Tu nous as parlé de pouvoir matcher, entre guillemets, un plaisir de jeu avec une envie d'un joueur, donc pour proposer un jeu au joueur, mais est-ce qu'il y a d'autres applications? Je peux peut-être laisser parler Olivier, qui a peut-être plus de ressources, surtout sur l'aspect game design. Oui, enfin, Nico pourrait très bien répondre à cette question aussi, mais voilà, il y a d'abord aussi une vision du jeu. Alors, ça va paraître pas très concret, mais ça l'est finalement. Voilà, nous, par exemple, chez Ludéo, ce qu'on dit toujours, c'est que c'est pas tellement le jeu notre outil, mais c'est le plaisir de jeu l'outil. Pour paraphraser certains auteurs, voilà, c'est une boîte de jeu, tant qu'elle n'est pas mise entre les joueurs, elle sert pas à grand chose, elle n'a aucun sens. C'est à partir du moment où on la met entre les joueurs et où on crée de l'émotion, du plaisir, de l'interaction que ça commence à exister finalement. Donc voilà, nous c'est vraiment pour lutter contre cette idée du jeu pédagogique pur, que par provocation peut-être, mais pas seulement. On dit vraiment voilà, notre outil c'est le plaisir de jeu, même quand on est dans des applications très concrètes, pédagogiques ou en team building ou tout ce qu'on veut. Et très concrètement, ça a des implications parce que pour monter une animation, pour monter des objectifs d'animation, pour se dire tiens, j'ai utilisé tel jeu ou tel jeu pour arriver à mes fins de telle manière ou telle manière, si on a dans sa tête que c'est sur le plaisir qu'on va jouer, c'est avec le plaisir qu'on va amener les gens là où on veut les amener, on change en fait très concrètement totalement sa manière de faire. En fait. Voilà, ça c'est déjà une chose de manière un peu plus méta. Et puis après de manière très concrète. Oui, c'est évidemment dans le conseil, comme disait Nicolas, pour essayer de cerner les choses. Et puis, comme je le disais à l'instant aussi, ben, dans le montage d'une animation, tiens, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va présenter les jeux, quel jeu, parce on veut procurer tel plaisir, on veut jouer sur tel plaisir, on veut initier les gens, on veut les confronter peut-être à tel plaisir. Donc en fait, pour monter une animation, en fait, c'est un outil qui peut être vraiment hyper intéressant. Et en termes de game design, en fait, voilà, en fait, on ne travaille que là-dessus. Finalement, quand on a ça en tête et qu'on crée des jeux, aussi bien dans les tests que dans l'élaboration, on va parler émotion et on va parler plaisir. On va se dire tiens ça, je le sens pas, je le change, mais je le change pourquoi? En fait, ça va donner des arguments tout simplement. Telle valeur sur une carte, je parle de manière très concrète, on va la changer, mais pourquoi? Alors, peut-être pour débugger, peut-être parce que mécaniquement ça va mieux marcher, mais la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça va générer plus de plaisir ou moins de plaisir? Pas forcément au moment où on va jouer la carte, je veux dire, tout ça est très complexe évidemment, mais on va toujours réfléchir en termes de plaisir en fait. Donc voilà, ça a des applications concrètes un peu au niveau méta, mais au niveau aussi très dans le détail, dans le faire, quoi. Et c'est quelque chose où moi je retrouve totalement au niveau du game design la sensibilité que peuvent avoir les différents éléments mécaniques, où en changeant quelque chose qui va nous paraître complètement, comment dirais-je, secondaire, finalement ça va complètement changer de plaisir de jeu. On va plus se rapporter au même plaisir de jeu. Et ça, je trouve que c'est un regard qui est très très intéressant, sans oublier aussi, mais bon, ça c'est une envie, c'est un fantasme plus qu'une envie, dans cette recherche, c'est aussi de proposer un regard réflexif des joueurs sur qu'est-ce qu'ils ont vécu, et de s'aider à se connaître soi-même aussi à travers le jeu. Et ça, effectivement, le regard réflexif, alors quand je dis nous, Ludéo, bref, le regard réflexif, c'est vraiment quelque chose de très hyper intéressant quand on veut sortir du jeu et quand on veut intégrer le jeu de manière un peu méta, comme je disais tout à l'heure, et que ça devienne presque une philosophie de jeu, en fait, ou une philosophie de vie, quel beau lapsus, ou de manière plus systémique, en fait, dans un groupe. Voilà, le fait de pratiquer beaucoup le jeu de société, mais peut-être d'autres aussi, mais moi je parle de ce que je connais, permet de se mettre en expérience et d'avoir une expérience différente aussi par rapport à la vie en général, quoi. Et effectivement, réfléchir sur son plaisir philosophiquement dans le jeu, c'est réfléchir sur son plaisir dans la vie aussi, savoir ce qu'on veut et être proactif par rapport à tout ça. Et donc en fait, c'est très méditant.
notre démarche, en fait, elle est hyper militante et on s'oriente de plus en plus vers une sorte de manifeste, en fait, et non pas une théorie. Nous, on ne dit pas qu'on a raison, on ne dit pas qu'on a la vérité, on a juste un angle d'attaque, en fait. Il y a plein d'autres angles d'attaque du jeu, hein. Il y a ESA, il y a machin, il y a truc. Nous, voilà, c'est un autre angle qu'on amène, qui est militant et qui milite pour le plaisir. Dans notre société judéo-chrétienne, on se dit que ça peut poser débat et que voilà, ça peut être intéressant. D'accord. Et alors, dans cette recherche, est-ce que vous avez déjà élaboré des outils qui permettent d'identifier ces différents plaisirs et qui vont aider à la fois les animateurs, mais les joueurs oui, à les identifier? Par rapport à ça, en fait, c'est vrai que sur cette recherche, il y a vraiment deux approches parce que nous, comme on disait au début, on est quand même très attaché à une application concrète dans le réel, mais on cherche aussi à faire le grand écart avec des théories. Donc on essaye à la fois de valider ce qu'on a l'impression ou nos ressentis par rapport à la situation par un support théorique, et de la même façon, on va essayer de trouver une application concrète à des supports théoriques qu'on va trouver. Donc on essaye de jongler avec les deux et de rendre ceci très accessible. Après, en termes d'outils, on pense déjà à définir un certain nombre de termes qui soient le plus exhaustif possible, mais bon, sachant que j'ai envie de dire c'est toujours un peu le côté compliqué de ce genre d'exercice. C'est-à-dire que essayer de définir quels plaisirs peuvent proposer les jeux. Et pour ça, on a une vingtaine de plaisirs à l'heure actuelle qu'on est encore en train d'essayer de peaufiner un peu plus. Pour que justement ça puisse être exploitable finalement, que ce soit en classe par des professionnels du jeu, même par des gens tout seuls, ou même à terme, je ne sais pas, est-ce que certains éditeurs ne voudraient pas mettre des pastilles sur leur jeu pour aiguiller les potentiels acheteurs. Enfin, après, toutes les applications sont imaginables. Mais oui, du coup, en termes d'outils, c'est vraiment cette liste de termes expliquer le plus simplement possible. Parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir raccrocher tous ces plaisirs à des plaisirs de la vie. C'est-à-dire que même si tu n'es pas joueur et si je te dis, bah tiens, dans tel jeu, tu vas ressentir le plaisir de l'enrichissement, eh bien, tu peux tout à fait imaginer le rapporter à une expérience personnelle qui fait que tu n'as pas besoin de connaître le jeu pour comprendre ce que tu vas avoir comme plaisir. Pour comprendre ce que propose le jeu, en tout cas. Voilà, en fait, effectivement, c'est cette liste de, je ne sais pas pour l'instant, on est sur une vingtaine de plaisirs, mais voilà, ce que disait Nicolas aussi au début, ce qui est très important pour nous, c'est effectivement cette liste, mais c'est aussi de la contextualiser cette liste en fait. Je crois, et je crois que nous tous ici en équipe, on croit très peu aux clés en main en fait. Ça va pas tenir sur 2 pages de PDF ou ah bah ça y est, les 20 plaisirs, c'est ça. Non, évidemment, ça doit être contextualisé dans ce sens où on défend, comme je disais tout à l'heure aussi, le jeu comme un espace carnavalesque en fait, un espace hors du temps dans lequel on peut se permettre des choses qu'on peut pas se permettre dans la vraie vie, et même dans des contextes très durs de jeux pédagogiques à l'école par exemple, même si on est dans une application extrêmement concrète comme ça d'apprentissage des langues via le jeu, on défend le fait que ce moment de jeu doit être carnavalesque, c'est-à-dire qu'il doit être en dehors de la vie, en dehors des principes moraux, en dehors de l'éthique, en dehors de ce genre de choses. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut insulter son voisin, c'est pas ça, mais on peut faire des choses dans le jeu qu'on ne peut pas se permettre ailleurs. Et bien souvent, en termes de pédagogie, on voit les gens qui sont très fiers, mais non, on peut pas dire ça, mais non, on peut pas. Allez, quand même, on peut pas dire aux enfants qu'ils peuvent se tuer dans le jeu. Mais si, on peut très très bien. On peut très très bien. Et c'est pas pour ça que le jeu ne sera pas pédagogique. Donc c'est vraiment ça, cette idée aussi, c'est que cette liste, elle doit être contextualisée dans tout un, oui, dans quelque chose de militant en fait qu'on défend aussi pour qu'elle ait un sens, quoi. Et dans votre démarche, est-ce que vous êtes parti d'abord dans l'identification de plaisir de la vie et d'essayer de voir comment il se traduisait dans le jeu, ou est-ce que vous avez fait la démarche inverse? Eh bien, on est parti du jeu. On est parti du jeu vraiment pour être le plus proche de l'expérience possible. Et finalement, bah, tu vois, en même temps, tout ce qu'on raconte, c'est aussi une évolution. C'est au fur et à mesure, on s'est dit, bah tiens, ah ouais, ce serait super pour des game designers. Tiens, ce serait un super outil.
Ah ouais, mais en fait, ça pourrait très bien servir à l'école. Ah oui, mais en fait, même humainement parlant, même nous, tu vois, si on débriefe sur une partie qu'on a fait dans le cadre privé, ah oui, tiens, ça peut m'apprendre des choses sur moi. Et finalement, on découvre, plus on avance sur cette recherche et plus on découvre. Donc on est effectivement parti du jeu, mais moi, en tout cas, depuis que j'ai commencé cette recherche sur le plaisir, j'ai déjà plus la même approche. Dès que je ressens un certain plaisir dans la vie, je me dis, ah tiens, à quoi ça se rapporte? Et du coup, je commence à prendre l'habitude d'avoir cette réflexion. Et par rapport à ça, c'est vrai que les choses ont évolué. Par exemple, toute cette notion qui est assez difficile de plaisir et de déplaisir. Là-dessus, on n'est pas toujours d'accord dans l'équipe d'ailleurs, on en débat, c'est ça qui est intéressant. Moi, je défends très très fort le fait que on n'est quand même pas maso et que on ne joue pas un jeu pour aller éprouver du déplaisir. D'ailleurs, je suis même pas sûr que le mot existe dans la langue française. Voilà, je pense que des fois, on est empêché d'accéder à certains plaisirs parce qu'on est dans l'inconfort. Moi, je prends l'exemple très concret. Je chante comme une casserole et je déteste ça parce que j'ai peur qu'on se foute de ma gueule, parce qu'on se fout de ma gueule depuis que je suis petit dès que je chante, et à juste titre parce que je chante vraiment très mal. Et donc, moi, vous me proposez un jeu comme Zik, c'est un plaisir auquel j'ai du mal à accéder parce que je suis dans l'inconfort. Et quand je dis l'inconfort, ça peut être physique évidemment, mais c'est l'inconfort moral, ça peut être l'inconfort éthique, on en parlait tout à l'heure, mais ou l'inconfort, une image qu'on a de soi par rapport à tout ça. Et le fait de pouvoir, dans le jeu, parler de son propre plaisir et le décortiquer, ça permet d'être au clair dans son plaisir dans la vie aussi, en fait. Ça devient une démarche mentale. Ce qui ne veut pas dire qu'on refroidit les choses, hein. C'est pas parce qu'on parle de son plaisir que d'un coup on dissèque tout et puis qu'on n'a plus d'émotion. Bien au contraire, justement. Donc voilà, c'est vraiment cette dimension-là qui est vraiment, vraiment intéressante. Pour vous dire que les choses évoluent aussi comme ça, parce qu'au départ c'était une notion qu'on n'avait pas du tout en fait, cette notion de plaisir et déplaisir, on l'a affinée au fur et à mesure et on n'est pas encore tout à fait au clair là-dessus non plus en fait. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un plaisir de la vie que vous n'avez pas su rattacher à un jeu déjà existant? Est-ce que c'est déjà arrivé dans votre recherche? Très bonne question. Personnellement, non, il n'y en a aucun qui me vient. C'est- Olivier, peut-être? Bah, après évidemment, tout ça c'est des modèles, hein. Et donc quand quelque chose nous résiste dans la vie, ben on le fait rentrer dans la boîte. Tout est modèle. Je veux dire, Ezar, c'est un modèle pour analyser des jeux. Nous, on arrive avec un modèle. Évidemment, la vie n'est pas aussi simple que 20 plaisirs qui sont dans les cases, dans les boîtes, évidemment. Forcément, pour avoir un rapport au monde, l'être humain est obligé de modéliser les choses, sinon c'est pas possible. Donc effectivement, je pense que si jamais on trouve un plaisir dans la vie, on va arriver à le modéliser pour pouvoir le faire rentrer dans nos cases, je pense. Donc c'est vrai que je me suis jamais posé la question dans ce sens-là, parce qu'on va arriver à le faire rentrer dans les cases. Et, et ceci dit, moi c'est un truc que je défends beaucoup aussi, c'est un fantasme de pouvoir arriver à une sorte de grammaire du plaisir en fait. Je vais pas dire la conviction parce que c'est une intuition. En tout cas, j'aimerais arriver à la conclusion que tous les plaisirs du jeu de société en fait sont des plaisirs qu'on a sophistiqués, mais qui sont tous des plaisirs très viscéraux. Et je ramène ça à la petite enfance peut-être. Je suis pas du tout psy ou quoi, donc tout ça reste à valider bien évidemment. Mais voilà, je prends l'exemple très concret. Je pense que moi qui été biberonné aux Aventuriers du Rail, retourner une carte aux Aventuriers du Rail, si on est martien et qu'on arrive sur la Terre et qu'on voit un mec qui est en train de jouer aux Aventuriers du Rail, faut quand même se dire que c'est complètement débile. Il y a quelqu'un qui va rester 2 heures assis sur une chaise à retourner les cartes et avoir du plaisir. Alors nous, on est dedans, donc on s'en rend pas compte. Et si on prend un peu de hauteur, on dit, mais c'est incroyablement débile. Donc, c'est qu'il y a quelque chose de très très fort là-dedans. Et je suis persuadé, on va le dire, que à travers le retournement d'une carte aux Aventuriers du Rail, on rejoue pour moi des plaisirs, par exemple, de la permanence de l'objet, dont on était petit, qui sont extrêmement viscéraux. C'est ce truc de se dire, ah, c'est celle-là ou c'est pas celle-là. Quand on a des plaisirs d'action-réaction, je pense qu'on revit des plaisirs très viscéraux d'action-réaction d'un bébé qui à un moment donné va pousser une boule avec son doigt et va se dire oh purée elle roule. Et je pense que de manière plus sophistiquée, les jeux de société en fait pourraient comme ça être résumés peut-être à quelques plaisirs extrêmement viscéraux qu'évidemment on enrobe avec plein de choses. On dit que la musique enrobe tous les sons primaires en fait
dans des codes et dans des codes culturels et autres. Et ça rejoint aussi l'idée que le jeu est un objet culturel, dans le sens où on est là pour finalement, je pense, recréer, revivre des plaisirs extrêmement fondamentaux, mais en les sophistiquant dans un contexte culturel. Et finalement, avec ça, ça rejoint un peu la démarche des arts, qui finalement regarde le développement de l'enfant. Même si nous, on va avoir une autre approche, puisque ça va être centré sur un autre sujet, finalement, ESA est un peu sur le même concept. Les jeux d'exercice, par exemple, qui sont les premiers jeux que, d'après ESA, on est censé faire, pas d'après Piaget, finalement, peuvent être poussés à l'extrême. Quand on voit des gens qui jonglent avec 10 massues, on est dans ce jeu d'exercice, mais finalement qui est poussé à l'extrême. Quand on voit le Cirque du Soleil ou je ne sais quelle autre manifestation, on reste dans ce même plaisir, enfin dans ce même ressenti très viscéral, très instinctif, mais on le pousse à son paroxysme. Parce qu'en fait, moi qui suis par ailleurs un gros gamer, comme on peut le dire, euh, je suis les gens qui ne jouent pas à des gros jeux de société vont se dire ouais, c'est des intellos, des machins. Certes, un gros jeu de société qui dure 5 heures où il faut se taper 1 heure de règles, c'est intellectuel. Mais finalement, quand on observe bien les choses, quand on observe les joueurs, les plus gros joueurs, on se rend compte qu'ils ne parlent jamais ils ne parlent que d'émotions. Si on écoute bien ce qu'ils disent autour de la table, vous allez me passer toutes les expressions, mais généralement ils sont pas tous polis. C'est oh putain, fait chier. C'est ouah chouette, je l'ai eu. C'est voilà, c'est que de l'émotion en fait. Et le jeu n'est qu'émotion. Or, on pourrait croire que c'est très intellectuel. Bien sûr, c'est intellectuel aussi, hein. Mais le but de tout ça, c'est de l'émotion, et de l'émotion pure. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est quelque chose dans quelque chose de très viscéral. Et en termes de game design, moi je sais très bien quand je suis en création de jeux, le fait de parler plaisir et essayer de parler de plaisirs fondamentaux, ça permet d'aller à l'os en fait. De plus parler de mécanique. La mécanique, c'est je rajoute un peu de sel, j'enlève du poivre et tout. Mais pourquoi je le fais? Au début, moi, quand je pensais pas ça, bah j'essayais un truc. Ah tiens, on va mettre une carte plutôt qu'un dé. Tiens, on va rallonger la piste là. Oh tiens, on va rajouter une action. On essaye, machin, on revient, ça marche pas. C'est très empirique. Ça restera toujours empirique, hein. Mais le fait de parler de plaisir, vraiment, c'est vraiment ça. Et on va à l'os en fait quand on parle de plaisir. De plus on parle de plaisirs fondamentaux, plus on va à l'os des choses. Et de manière très concrète, à un moment donné, ça va être, mais tiens, au fait, on a fait ce jeu-là, pourquoi? Cette action-là, qu'est-ce qu'elle procure comme plaisir, quoi? Ça va être le plaisir de la surprise. Donc à ce moment-là, on fait une carte qui se cache pas. Ça va être le plaisir de je me cache moi dans mon coin ou pas. Ça va être le plaisir de l'accumulation parce que j'en veux un maximum. Et à partir de là, on va se dire, ah bah tiens, on va plutôt partir sur cette mécanique-là ou cette mécanique-là et cette mécanique-là. Donc en fait, tout ça, même si on a l'air un peu déliré dans nos philosophies à peut-être de comptoir, ça a vraiment des implications extrêmement concrètes dans nos pratiques professionnelles, quoi. Souvent, quand on parle de jeu et pour qu'un jeu soit engageant, on parle de la théorie du flow. Est-ce que du coup, cette théorie, selon vous, ce serait un peu réducteur et qu'elle pourrait être enrichie grâce à grâce à l'identification des différents plaisirs de jeu? Ben, pour moi, c'est une autre approche en fait. C'est vraiment, encore une fois, quelque chose d'assez mécanique. Moi, il y a des jeux qui peuvent paraître très compliqués ou complexes, en tout cas, mais qui finalement s'apprennent très rapidement parce que tout est connecté, tout a un lien. L'une de mes dernières expériences, c'est Size, où justement le jeu est quand même très riche, et pourtant, il manque aucune règle enfin, on n'oublie aucune règle parce que tout est très logique. Alors qu'il y a des jeux qui vont peut-être être plus simples à approcher et finalement être plus compliqués à comprendre, où on va plus avoir du mal à se mettre dedans parce qu'il n'y aura pas quelque chose qui lie les éléments. Et je pense que effectivement, c'est important d'avoir cette approche-là, mais c'est complémentaire. Pour moi, c'est pas juste simpliste, c'est quelque chose qui va avec. C'est comme de dire, voilà, il faut des notes pour faire de la musique, il faut du texte, et puis après, quel tempo on met. C'est pas des questions qui, enfin, on peut pas éluder une question pour la remplacer par l'autre. Et en fait, la théorie du flow dont tu parles, effectivement, c'est pour moi, c'est intéressant, mais en termes de game design, je me méfie très très fort des choses un peu normatives. Nombre de gens sortent une liste de mécaniques, une liste de machins, mais je suis désolé, mais moi je crée des jeux, c'est pas comme ça qu'on crée des jeux dans la vraie vie. Dans la vraie vie, oui, c'est intéressant d'avoir de la théorie.
mais il y a rien à faire. Il y a une part de création, il y a un truc, il faut se lâcher un peu. Et j'ai toujours peur des choses très normatives en fait. Genre le jeu familial, quoi. Ce truc, ça commence à me gonfler parce que qu'est-ce que ça veut dire? Un jeu familial, c'est tout, c'est rien. Enfin voilà, c'est tellement flou. Par contre, je trouve qu'une approche avec les plaisirs de jeu, c'est tout sauf normatif, parce que on sait très bien que c'est très difficile on sait très bien que c'est un modèle en fait, et que quand on va parler de plaisir, eh ben on va à chaque fois remettre les choses en cause, on va parler d'émotion, on va parler d'individualité, et donc on est très loin du normatif, et donc pour moi on a la vraie création et la vraie invention de choses qui n'existaient pas encore il y a 10 minutes éventuellement. Et c'est là que ça m'intéresse. Après, des théories comme le flow ou autre, effectivement, bon, ben, ça permet d'analyser quelque chose, dire ah oui, tiens là, effectivement, on est un peu trop par-ci, on n'est pas sur la ligne, on n'est pas voilà, et donc on arrive. Mais en termes de création et de jaillissement, je dirais, de l'idée, je trouve que une approche sur le plaisir est beaucoup plus riche, quoi. Après, mais tout ça se complète évidemment, hein, ça c'est clair. Et pour revenir sur les grands jeux, pour moi, je pense que tous les grands jeux sont consciemment, inconsciemment, de la part de leurs auteurs, sont des jeux qui ne fonctionnent que sur le plaisir. Donc, Nicolas parlait de Size, euh, dont on a partagé quelques parties et que j'adore aussi. Si on réfléchit bien, Size, c'est du plaisir à tous les coins. Il n'y a pas une action qui n'est pas une action de plaisir. Qu'à ce soit un plaisir de avancer, d'un plaisir de truc, il n'y a rien qui est, enfin, tout ce qui est mécanique, en fait, procure à un moment donné un plaisir, un micro-plaisir par-ci, un micro-plaisir par-là, en fait. Et je pense que tous les grands jeux, en fait, fonctionnent comme ça, que les auteurs les pensaient ou pas, hein, bien souvent c'est de la magie et c'est pour ça que c'est des créateurs. Mais si on analyse ça, en fait, voilà, Nicolas m'a fait découvrir Attica récemment. Toute action d'Attica, en fait, est un plaisir. Il va y avoir un plaisir de oh, je retourne la tuile voir ce qu'il y a derrière, plaisir brutal. Ça va être ah, ça y est, maintenant j'ai plein de tuiles que je peux mettre sur le plateau, bim bim bim, je les complète. Je reviens à ma théorie, mais comme un bébé complète et met le triangle dans le triangle, le rond dans le rond, c'est basique de chez basique. Mais voilà, chaque action en fait a ce petit truc de plaisir extrêmement basique. Mais évidemment, après c'est une alchimie extraordinaire parce que tout ça est contextualisé, tout ça est mis ensemble, tout ça devient complexe évidemment. Du coup, j'ai une question pour le game designer. Comment est-ce que tu fais pour traduire un plaisir dans un jeu? Quand tu dis, voilà, je vais créer un jeu, j'aimerais insérer tel plaisir dans le jeu, comment ça se passe, le processus de création? Alors, je ne sais pas si on... Alors là, à mon avis, tout le monde sera différent là-dessus. Je ne sais pas si... bonne question. Je ne sais pas si on se dit, tiens, on voudrait créer tel plaisir. Parce qu'en fait, tout part de l'expérience, finalement. En tout cas, pour moi, ça vient d'une idée, tu sais pas d'où elle vient, et puis tu commences à mettre en place un dé, une carte, deux machins, deux bazars, et tu dis, t'as une intuition, et hop, tu vas. Et puis au bout d'un moment, tu commences à le tester. Évidemment, au début, ça marche pas du tout. Et tu dis, tiens, oh, je sais pas pourquoi, ça marche pas, ça m'intéresse pas aussi bien que c'était dans ma tête. Et c'est là, en fait, qu'on se dit, mais quel plaisir, là, pour répondre à ta question, c'est à ce moment-là, quel plaisir j'ai envie d'avoir. Parce que là, pour l'instant, j'ai le plaisir de l'accumulation, par exemple. Mais c'est pas ça que j'ai envie d'avoir. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas ça. Et donc, on va essayer plutôt vers le plaisir de la découverte, par exemple. Ou le plaisir du stress, ou le plaisir de ce genre de choses. Et là, évidemment, après, c'est de l'expérience, et puis du tâtonnement, on va essayer de trouver la mécanique qui permet d'arriver à ça. Mais une même mécanique peut arriver à différents plaisirs. Et différents plaisirs peuvent être procurés par une même mécanique, en fait, hein. J'imagine aussi bien en musique, je suis pas du tout musicien, mais voilà, on peut arriver à la même émotion avec différentes notes et agencer de différentes manières aussi. Et là, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de règles. Il y a bien sûr qu'il y a des règles, il n'y a pas des règles de création. Il y a des règles d'analyse de ce qu'on est en train de créer. Et je pense que ça, c'est la bonne méthode. C'est on y va par intuition. Une fois qu'on est dedans, ça devient technique, on analyse ce qu'on a fait. On essaie de dire, attends, est-ce que ça va dans la bonne direction? Ah, mais non, donc techniquement, on va changer les choses, puis on refait les choses, on voit, ah, qu'est-ce que j'ai ressenti là? Ah, j'ai ressenti ça, ok, donc je rechange, et ainsi de suite, par itération, comme ça, quoi. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'outils de création, je pense qu'il n'y a guère que des outils d'analyse de la création. En tout cas, j'espère, sinon c'est horrible, sinon c'est plus de la création, c'est de la fabrication. Alors moi, si je peux me permettre de rebondir, alors je n'ai pas de carrière de game designer, hein, mais par contre, je fais des ateliers création de jeux où j'accompagne des gens à créer leur propre jeu pour différentes raisons. Ça peut être pour documenter un projet, pour sensibiliser sur une thématique donnée ou autre. Et dans ce cadre-là, justement, notamment la sensibilisation, il y a extrêmement fort ce plaisir on voudrait faire comprendre que. Mais pour faire comprendre que, il faut le vivre.
Et je vais prendre un exemple tout à fait bateau, mais qui parlera à tout le monde au moins. Pour sensibiliser sur les injustices, je ne sais plus quel organisme avait fait un Monopoly, où en fait c'était exactement les mêmes règles, et où seulement, si tu es un homme blanc, tu gagnes pas 20 000 par tour, mais 25 000. Si tu es une femme, tu gagnes que 15 000. Si tu es noir, tu peux pas acheter toute la dernière ligne qui est la plus chère. Si tu es handicapé, tu ne peux pas acheter les gares, parce que 60% des gares sont inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. Et avec ce système-là, on vit l'injustice. Faut pas 50 parties pour avoir compris ce que c'était que l'injustice, en fait. Et même celui qui est un homme blanc, finalement, voit tout de suite le décalage. Et donc, moi, c'est quelque chose qui est très probant, où je m'en sers vraiment comme base. Comment je fais pour faire ressentir ça? Alors après, c'est mixé aussi avec la thématique, avec des mécaniques. Mais moi, mon objectif, quand on me donne le cahier des charges quelque part, c'est dedans. C'est de dire, quand on joue à ce jeu, il faut ressentir ça. Et du coup, voilà, finalement, j'ai la démarche inverse d'Olivier, mais bon, en même temps, on n'est pas sur les mêmes secteurs. Du coup, ton exemple est intéressant, je vais le reprendre parce que souvent, lorsqu'on parle de jeux sérieux et de jeux pédagogiques, on oppose tout ce qui est plaisir, fun, aux objectifs sérieux à atteindre. Et donc, dans l'exemple de Monopoly que tu donnes là, je pense qu'on ne prend pas énormément de plaisir à jouer une partie de ce type de Monopoly-là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'on peut avoir des jeux sérieux, des jeux pédagogiques dans lesquels on peut éprouver du plaisir? Alors, moi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'idée, c'est de se dire que c'est pas le jeu l'outil, c'est le plaisir. Et que pour amener au plaisir, on utilise le jeu. Donc pour moi, c'est pas du tout opposé. Et je disais tout à l'heure aussi, dans la société judéo-chrétienne dans laquelle on vit, on a du mal en fait à se dire que on peut être sérieux et on peut s'amuser. Et s'amuser, ça ne veut pas forcément se dire se taper sur les cuisses, et c'est pas ça, je veux dire. Voilà, on peut s'amuser dans l'effort. Moi, je prends un jeu comme Codename, qui a fait le tour du monde et qui plaît à tout le monde. Il faut regarder les gens jouer à Codename, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal partout, ça fait mal au cerveau, aux neurones, ça fait mal à plein de choses et tout. Et pourtant, les gens adorent ce jeu. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup aussi là-dedans, c'est que notre approche aussi, c'est ne pas opposer l'effort et la chose qui fait un peu mal, parce que ça nous sort de notre zone de confort, au plaisir. Et donc, à partir de là, on peut très bien associer plaisir et pédagogie au sens très très large. Et si on l'extrapole dans le jeu à l'école, parce que nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, on aimerait bien l'introduire de manière systémique à l'école, dans des matières, c'est qu'on apprend que, on peut faire des efforts, avoir du plaisir à faire des efforts, et en plus apprendre, entre guillemets, plein de choses. Et quand je dis apprendre, c'est vraiment au sens très très large, quoi. Donc, c'est peut-être concrètement, je ne sais pas comment on peut le dire, mais voilà, je pense que dans une classe, par exemple, si un instituteur veut faire du jeu, il doit d'abord réfléchir à, OK, comment, si j'installe les choses comme ci, même bêtement, j'installe les tables comme ça, je fais tel groupe comme ci ou comme ça. Alors voilà, pardon. Je vais donner un exemple très concret. On a fait un atelier, un gros projet jeu avec une école de 4e. La constitution des groupes. Ils étaient 24 élèves à peu près. Il fallait faire 6 groupes de 4. D'accord? Au début, on pouvait se dire intuitivement, tiens, on va mettre dans chaque groupe un, entre guillemets, fort, un moins fort, enfin, difficulté scolaire ou pas, et voilà, pour faire des groupes homogènes. Et l'instit a dit, mais non, parce que ceux qui sont moins forts, en fait, ils vont se sentir évidemment très embêtés, en dessous, humiliés et tout. Elle a dit, moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient du plaisir, ces gamins. Et elle a eu un instinct extraordinaire par rapport à ça. Et donc, elle a dit, non, moi, je vais mettre tous les primo-arrivants qui parlent pas français ensemble. Et je vais mettre tous les forts en maths, là, ensemble. Et je vais mettre tous les grandes gueules ensemble. Et comme ça, ils avaient d'abord le plaisir. Et ils étaient entre eux dans leur confort pour accéder d'abord au plaisir, et puis après, évidemment, elle a aménagé les choses. Et donc voilà, très concrètement, dans l'organisation des groupes, le fait de réfléchir en termes de plaisir avant de réfléchir en termes d'objectifs pédagogiques, voilà à quoi ça amène de manière très concrète. Sachant très bien que derrière les objectifs pédagogiques, il y en avait, et ils ont été rencontrés in fine. Mais, évidemment, en prenant une tangente. Oui, il y a un peu cette idée que c'est pas parce que in fine le plaisir c'est de manger sa tomate que le fait de cultiver ces tomates n'est pas un plaisir en soi. Le fait de
prendre du temps et de l'énergie et de passer tout ce temps-là, ben oui, c'est aussi un plaisir, alors qu'il n'est pas aussi flagrant que le plaisir de manger sa tomate. Mais c'est un peu ça. Puis il y a aussi cette idée finalement, enfin, où je pense on est très fort là-dedans, c'est que l'opposé du jeu, c'est pas le sérieux, c'est la réalité. Et donc, à travers ce biais-là, c'est là que ça change un petit peu le prisme. C'est-à-dire que la pédagogie change complètement sa définition. Le jeu comme ça est traversé d'idées reçues en fait énormes, je trouve, dont celui que vient d'évoquer Nicolas, mais je veux dire aussi par rapport à la communication. Euh, on dit souvent oui, un jeu où les gens parlent pas, ils communiquent pas. Ben si, ben, moi ce que je dis toujours, c'est si j'ai envie de te causer, on va boire une bière, on joue pas à un jeu. Moi j'aime beaucoup les jeux où on cause pas. Mais moi j'ai une communication ludique avec les gens. Pour moi, échanger un pion ou comprendre que l'autre il bouge un pion, il bouge une carte comme ci, comme ça, pour moi, je communique avec lui. Je communique pas avec la parole. Il y a plein d'autres choses pour communiquer avec la parole. Au cinéma, on communique avec la parole, évidemment, à travers des dialogues. Mais il y a pas, c'est pas ça en fait le fondement de la communication cinématographique. Au même titre que la parole n'est pas le fondement de la communication musicale. Et donc là on s'éloigne peut-être des plaisirs, mais n'empêche que aborder le jeu à travers les plaisirs, on casse un peu des clichés qu'on pourrait avoir en fait sur le jeu, et notamment ce que tu disais par rapport à opposer le jeu pédagogique, enfin le sérieux et ainsi de suite quoi. Donc en fait ça permet même de manière démarche mentale en fait de remettre toujours en question en fait ce qu'est le jeu, et de manière générale finalement de toujours prendre du recul en fait par rapport à d'autres choses dans la vie. Alors, je suis animateur, joueur ou game designer. Comment est-ce que je peux utiliser les plaisirs de jeu? Quels sont vos conseils ou vos outils que vous pouvez leur proposer? Dans un premier temps, je pense que déjà, ne serait-ce que de se faire soit personnellement, soit avec les autres joueurs, de débriefer quelque part la partie en se disant ah bah tiens, moi à ce moment-là j'étais dégoûté parce que je me suis fait avoir. Enfin, vraiment de nourrir cet échange, de donner vraiment toute cette dimension à l'expérience qui a été vécue, et pour du coup apprendre à se connaître, être plus sensible finalement à tous ces plaisirs, à toutes ces émotions. En tout cas, Moi je dirais un truc Hmm. très concret aussi, c'est souvent quand on demande aux gens alors ça vous a plu le jeu, bah, les gens ils disent bah ouais, ou ils disent bah non. Et c'est normal, hein. Je veux dire, quelqu'un qui n'a jamais appris à réfléchir sur un film ou quoi, bah à la fin, les gens disent bah ouais, il m'a plu ce film, ouais, il m'a pas plu. C'est très bien aussi, hein. Mais le jeu, à partir du moment où on commence à rentrer dans le plaisir, l'analyse des plaisirs, bah oui, c'est comme dit Nico, c'est vraiment une démarche d'analyse de soi. On pourrait presque parler de psychanalyse, de comptoir, mais n'empêche. Et il y a quelque chose de très concret, par exemple, moi, au lieu de demander est-ce que ça vous a plu, je demande souvent tiens, c'est quoi le moment de la partie où ça vous a le plus plu? Parce que là, ils peuvent pas répondre par oui ou par non, hein. Ils sont obligés de dire ah. Bon, des fois ils disent je sais pas, hein. Mais souvent à ce moment-là, c'est ah ouais, c'est quand on retourne les cartes là, ah ouais non là moi ça m'a le plus plu, c'est quand j'ai réussi à enfin mettre tous mes wagons les uns derrière les autres. Ou alors ça va être ah ouais moi c'est quand j'ai enfin réussi à tuer mon adversaire machin. Et là on peut commencer à partir d'expériences très concrètes en fait, on peut commencer à parler de plaisir et dire ah ouais d'accord, et comme disait Nicolas, quand est-ce que ça t'a pas plu? Et donc savoir l'inconfort et tout. Moi, de manière très personnelle, par exemple, je sais pas si vous avez des jeux comme Kauna ou des jeux comme ça, ou des jeux. Euh, moi, j'adore construire en fait. Voilà, j'adore construire les choses, et les jeux où on construit les choses et après on les détruit, je ne supporte pas ça. Et franchement, ça peut aller très très loin. À force d'analyser, au début je comprenais pas pourquoi ça me mettait autant en route. Et puis finalement, à force d'en parler, d'analyser et tout, bah maintenant je suis au clair avec ça. Ça veut pas dire que j'aime bien, mais je sais pourquoi j'aime ou j'aime pas en fait. Et j'arrive à affiner en fait mes émotions, me dire ah tiens ça j'aime bien, et j'aime bien dans le jeu, et par extrapolation aussi, j'aime bien dans la vie, pourquoi pas. Donc voilà, ou des angoisses par rapport à certaines choses dans un jeu qu'on n'aime pas, soit par rapport au stress, soit par rapport à les jeux de course. Par exemple, les jeux de course, ça m'angoisse très fort parce que je sais pas quand ça va finir, j'ai l'impression de pas maîtriser la fin. Pas maîtriser un plateau de jeu, des ressources, des machins, ça me dérange pas. Ne pas maîtriser quand ça va finir, ça m'angoisse. Le joueur à côté de moi, ça va être le contraire. Il va adorer ça, machin et tout, voilà. Et donc, voilà, ça permet vraiment en fait de rentrer comme ça dans les logiques d'auto-analyse de soi qui sont vraiment intéressantes, et
pour un animateur, pour en revenir à la question, ça permet de se dire, moi, je fonctionne comme ça sur un jeu. Mais toi, en face, t'as pas du tout le même plaisir que moi. Et donc, je reconnais ton plaisir, il est ailleurs. Et donc, moi, en tant qu'animateur, je deviens empathique et donc j'arrive à m'adapter un maximum à la table qui est autour de moi. Et qu'est-ce qui va être important? Le plaisir. Avant tout, le plaisir. Et ça va même être à un moment donné, si quelqu'un se gourre dans une règle, ça va pas forcément être en tant qu'animateur dire ah non 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 c'est pas comme ça qu'on fait. Non non non. Non. Si l'objectif c'est que les gens aient du plaisir, c'est par là qu'on va commencer. Et si cette règle-là n'empêche pas le plaisir, s'il se gourre sur une règle et ça n'empêche pas le plaisir, moi je laisse couler. Hein. Je laisse couler. Hein. Alors, évidemment, faire gaffe parce que souvent quand on respecte pas une règle, le jeu se casse la gueule et puis il y a plus de plaisir autour. On est d'accord. Donc tout ça reste, c'est beaucoup d'expérience aussi évidemment. Hein. Mais c'est toujours ça en fait. C'est vraiment se dire, ok, ici mon objectif c'est que les gens aient du plaisir. Qu'on soit dans un contexte pédagogique, un contexte pur loisir ou quoi, on s'en fout. C'est le plaisir avant tout. Et donc c'est ça qu'il faut pouvoir garantir. Donc voilà, de manière très concrète, mon animateur, pour moi ça c'est super important. Ok, pour le joueur et l'animateur, en ce qui concerne le créateur de jeu, comment est-ce que vous lui conseillerez d'utiliser les plaisirs de jeu dans sa démarche de création? Moi voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment se dire à chaque fois, plutôt que d'analyser d'abord en termes de mécanique, c'est d'abord d'analyser en termes d'émotion et de plaisir, quoi. Tel truc va me procurer ou me procure tel plaisir. Ah ok. Ah bah comment je vais faire pour est-ce que c'est ça que je veux, est-ce que c'est pas ça que je veux. Alors évidemment c'est très compliqué parce que sur un proto, bon bah c'est souvent froid, c'est mal foutu, c'est machin, donc il faut pouvoir interpréter aussi. Hein, il faut pouvoir se dire ça procurerait si j'avais le bon matos, le bon truc, si c'était bien réglé au niveau des points, si machin, à ce moment-là je pourrais éprouver ou l'autre joueur pourrait éprouver telle émotion et tel plaisir. D'ailleurs, parenthèse, moi, mon activité d'animateur et de formateur nourrit énormément mon activité de créateur de jeux et vice versa en fait, parce que je pense à force d'expérience, voilà, développer l'empathie en fait par rapport aux autres joueurs et quand on est en création de jeu, ben, se dire ah ouais, même si moi j'aime pas ce genre de choses, je sais que chez d'autres joueurs ça peut provoquer du plaisir. Donc voilà, pour un auteur de jeu, moi c'est ça, je dirais, c'est vraiment essayer d'abord avant de parler mécanique, parler de plaisir de jeu, enfin en tout cas dans l'analyse quoi. Et au-delà de ça, euh, même parce on parle d'animateurs, de créateurs de jeux, mais il y a tous les métiers du jeu aussi qui sont la distribution, la vente et autres. En tout cas, nous en tant que ludothécaires et grands défenseurs du service public, et avec tout le respect que j'ai pour les gens qui vendent des jeux, parce que ils le font souvent très bien, ça peut permettre aussi de se positionner par rapport au marketing en fait. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, moi qui m'est très cher, c'est réfléchir en termes de plaisir au moment J du jeu et non pas au moment avant du marketing ou après. Je dis pas que ces moments n'existent pas. La promesse d'un jeu, c'est très important parce que ça va influencer le moment où on y joue. Mais c'est vraiment dire qu'est-ce qui vous a plu au moment du jeu. Et pas ce qu'on en vous a dit, ou pas le vendeur, il vous a dit, ouais, ce jeu, il est super parce que non, c'est pas ça. C'est vous. C'est vous qui ressentez le plaisir. Il y a personne d'autre qui peut vous dire que tu ressens ce plaisir-là. Et donc, à un moment donné, c'est vraiment aussi se recentrer sur le moment de l'expérience. Et ça, c'est vachement intéressant parce que c'est aussi de l'émancipation personnelle et se dire, ok, non, c'est moi, j'ai ce plaisir-là, l'autre l'a pas, voilà. Donc, c'est aussi très important, quoi. Et donc, par rapport au marketing, par rapport à tout ça, ça permet aussi de séquencer les choses, quoi. Se dire, ok, il y a le plaisir de la promesse, on nous promet ça dans un jeu, mais il y a ce que j'éprouve au moment J du jeu. Et ça permet aussi d'analyser les jeux et de pouvoir aussi les présenter de manière différente. Et ça m'est déjà arrivé justement de. Alors, je vais pas citer le jeu parce que j'ai surtout un jeu en tête que je ne vais pas citer parce que c'est pas très sympa, mais où je me dis, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, je vois pas ce qu'il y a, mais vraiment, j'éprouve pas de plaisir. Mécaniquement et tout coïncide. Il y a les illustrations qui sont chouettes et tout. Ça me donne envie d'y jouer. Et quand j'y joue, j'ai aucun plaisir. Il y a un peu comme une coquille vide, quoi. Du coup, ce qui est assez étonnant. Mais même, on peut. Oui, vas-y. Non, Non, excuse-moi. Vas-y. Je pensais à un autre exemple aussi où finalement, on s'aperçoit à quel point nos plaisirs nous collent à la peau. Et moi, j'aime beaucoup construire aussi, et ça me joue des tours, notamment sur Star Realms, où finalement, c'est un jeu beaucoup de confrontation, et où moi, ce que j'aime bien, c'est avoir plein de bases, et puis commencer à construire, à faire mon truc,
Et finalement, je perds à chaque fois parce que je me retrouve à pas attaquer l'autre ou être plus sur la défensive parce que j'ai envie de construire mon truc. Et du coup, ça peut, enfin, à quel point les plaisirs nous collent à la peau et à quel point, quand on teste les jeux, pour les créateurs de jeux, ben, c'est un point de vue qui est hyper pertinent pour moi. Mais avec Nico, on a eu une expérience il y a 2 jours. On a testé un jeu d'ambiance, dont on taira le nom aussi. Bon, moi, je suis critique de jeu. On écrit des articles dans la presse grand public. On a des distributeurs qui font très bien leur boulot et qui évidemment poussent certains jeux parce qu'ils en ont plus de boîtes que d'autres et qui vont en vendre plus. Et c'est tout à leur honneur et c'est vraiment normal. Et je dis ça au premier degré. Mais nous, notre rôle de critique, c'est justement pouvoir dire non, 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 moi je vais y jouer au jeu. Tu peux me dire tout ce que tu veux, je peux lire le 4e de couverture, tous les dossiers de presse, et moi, tant que j'ai pas joué au jeu, je ne le critiquerai pas, j'en parlerai pas. Parce que ça nous est arrivé il y a 2 jours sur le truc, moi, oh, attends, on va se taper comme des fous ici. Et puis bah non. Non, parce que dans la pratique et l'expérience même du jeu, bah, il y a un truc qui fonctionnait pas au niveau du plaisir de jeu. Et donc ça permet, voilà, comme je disais tout à l'heure, d'aller au-delà en fait du marketing et tout ça, et de pouvoir jouer vraiment un rôle aussi de critique de jeu avec des arguments finalement, et pas seulement dire ah ouais ils m'ont dit que c'était chouette, je lis ce qu'il y a écrit dans les articles, ça a l'air chouette et hop je le fais quoi. Et ça nous permet de donner vraiment des arguments en termes de plaisir pour être un peu plus professionnel finalement que quelqu'un qui va seulement dire aussi ah ben c'était chouette, on s'est bien amusé quoi. Voilà. Alors après, il y a une autre chose aussi que je voulais dire par rapport à un animateur, un truc pour moi très concret, c'est au niveau du débriefing. Si on a envie en tant qu'animateur pouvoir partager sur un jeu, bah, c'est plus amener les choses sur justement ce terrain du plaisir que sur le terrain du alors c'est chouette, c'était équilibré. Et quand on entend les geeks jouer après une partie, il y a pas pire. Hein, c'est ouais ce jeu il est équilibré, il est pas équilibré, il me fait penser à un tel machin et tout. Après j'ai envie de dire ouais, ok, on s'en fout. Est-ce que vous avez eu du plaisir? Quel plaisir? Et où est-ce que vous avez eu du plaisir? Parlons de ça quoi. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte de parler de plaisir, du plaisir qu'on a eu. Donc je pense que, et parce que ça c'est fédérateur après, pouvoir parler de plaisir c'est vraiment fédérateur, qu'on soit gros joueur ou pas. Partager les émotions et partager, dire j'ai eu du plaisir là, pas du plaisir là, voilà, il y a du véritable échange en dehors du jeu. Et ça c'est aussi un bel outil je trouve pour l'animateur. Super, bah merci. On arrive à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a encore un point que vous voulez aborder, qu'on n'a pas encore abordé? Ben, moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien clarifier, en tout cas. Ce qui va bien sans dire va encore mieux en le disant, comme on dit. C'est absolument pas quelque chose d'élitiste. Faut pas avoir fait une psychothérapie pour avoir les termes ou quoi. C'est quelque chose, enfin, en tout cas, c'est notre désir. Le plaisir, c'est quand même quelque chose de très instinctif. On en a tous dans le monde entier. C'est quelque chose qui est très humain. Et on n'a pas besoin d'être spécialement à s'analyser tout le temps pour trouver quel plaisir on ressent. Et ça, je trouve que c'est vraiment un élément important parce qu'il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Pour moi, c'est l'universalité en fait de ce concept de plaisir me touche beaucoup. Ok, est-ce que peut-être en dernière question, est-ce que vous avez des ressources ou justement cette fameuse liste de plaisirs à partager, ou est-ce qu'on peut la retrouver quelque part? Ben, elle est un peu work in process en ce moment. Hein. Donc voilà, en fait c'est vrai que quand Nicolas a fait son PFE, enfin, de fin d'études, il était très concentré. Nicolas, dis-moi si je me trompe, mais en fait c'était un peu l'objectif, c'était la liste. Complètement. Et puis après quand on a bossé, qu'on a élargi l'équipe et tout, on s'est dit ouais bon, maintenant on est plusieurs et tout, on va mettre du contexte autour. Maintenant on revient un peu sur cette liste, on oscille un peu entre ce truc très concret au concret de la liste avec des définitions de chaque plaisir, pas définition, des propositions de définition. Donc pour l'instant, on n'est pas, voilà, ça avance lentement tout ça, mais ça avance. Donc c'est difficile pour l'instant de balancer comme ça une liste. On l'a déjà fait dans des formations, des ateliers, mais pour la confronter. Et donc balancer une liste comme ça sur, ça va pas parce que c'est vraiment work in process. On a plutôt pour l'instant envie de la confronter et avoir un échange en fait avec par rapport à ça. Et si je peux me permettre juste une petite chose pour montrer aussi un peu l'universalité du truc, c'est qu'avec Olivier, on a eu la chance d'aller en Haïti pour former des gens à tout ce qui est autour de la ludothèque et des jeux. Et du coup, on a utilisé, on leur a présenté justement ces plaisirs de jeu et ça leur a parlé, mais vraiment très très fort. C'était pour eux, c'était limpide en fait. C'était limite plus clair que le reste de ce qu'on leur proposait.
Et je trouve que c'est un bon indicateur de se dire qu'à l'autre bout du monde, avec une culture totalement différente, finalement, il y a surtout la langue qui nous relie, mais parce qu'ils parlent français. Mais sinon, finalement, on a des vies complètement différentes. Et finalement, cette liste leur parlait. Et je trouvais ça assez fabuleux. Enfin, c'était une belle découverte, en tout cas pour moi. Donc c'est fédérateur Et universel. et universel. Merci beaucoup, Nicolas Olivier. Merci à toi, Mathieu. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.